De la tribune politique jusqu'à la salle de naissance, il y a un fil rouge, un combat qui traverse les siècles. C'est la conquête de la souveraineté. On va voir ensemble comment la lutte pour des droits fondamentaux a fini par transformer l'une des expériences les plus intimes de la vie. Allez, c'est parti. Tout commence là, en pleine Révolution française. En 1791, Olympe de Gouges lance cette question qui est une véritable bombe à l'époque. C'est le point de départ d'une bataille qui va être très longue pour les droits et la reconnaissance des femmes. Alors pour bien comprendre, il faut se remettre dans le contexte de l'époque. On va plonger dans cette période où l'égalité pour les femmes, c'était pas juste un oubli. Non, elle était activement refusée, combattue. Dans sa déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, Olympe de Gouges demandait quelque chose de fou pour l'époque, mais de simple en réalité, la même chose que les hommes. Le droit de vote, l'accès à l'emploi, le droit de posséder des biens. Des revendications qui nous semblent évidentes aujourd'hui, mais qui ont été complètement balayées à l'époque. Cette phrase, elle est terrible et visionnaire. Elle met le doigt sur une hypocrisie totale. En gros, ce qu'elle dit, c'est « La société nous reconnaît le droit de mourir pour nos opinions, sur l'échafaud, mais elle nous refuse le droit de les exprimer à la tribune, là où se fait la politique. » C'est quand même incroyable. Et la terrible prophétie s'est réalisée. Pour son courage, pour son engagement, pour avoir simplement osé défier l'ordre établi, Olympe de Gouges est guillotinée en 1793. La réponse à sa demande d'égalité a été la plus brutale qui soit. Allez, on fait un grand bond en avant, on arrive au XXe siècle. Là, le combat pour la souveraineté change de visage. Il s'installe sur de nouveaux terrains, l'espace public et surtout le contrôle de son propre corps. Et ce qui est fou, c'est qu'en l'espace de 20 ans à peine, tout s'accélère. On a des événements qui semblent très différents, mais qui au fond racontent la même histoire, une quête d'autonomie et de souveraineté. On connaît tous plus ou moins cette histoire, n'est-ce pas? Le 1er décembre 1955, une simple couturière, juste fatiguée de sa journée de travail, refuse de se lever dans le bus. C'est une belle image, une image d'Épinal, mais qui est très loin de la réalité. Parce que la réalité, elle, est bien plus puissante. Rosa Parks n'était pas du tout une victime passive. C'était une militante aguerrie, respectée, engagée depuis des années. Son geste n'était pas un coup de tête, c'était un acte politique mûrement réfléchi, planifié pour attaquer la ségrégation en justice. Une véritable conquête de souveraineté dans l'espace public. Presque 20 ans plus tard, en France, une autre femme se lève, Simone Veil. Elle est ministre de la Santé et elle se retrouve face à une Assemblée nationale composée presque uniquement d'hommes. Son combat, le droit pour les femmes de décider pour leur propre corps. Et de ce combat va naître la loi Veil. En 1975, l'avortement est dépénalisé. C'est une révolution, une victoire fondamentale pour la souveraineté du corps des femmes, le droit de disposer de soi-même. En parallèle de ces luttes politiques et sociales, il y avait une autre révolution en marche, beaucoup plus intime, celle de la naissance. C'est la méthode Lamaze qui est venue dynamiter l'idée que l'accouchement devait forcément être une épreuve subie dans la douleur et la passivité. Cette méthode, ramenée en France par le docteur Fernand Lamaze, était complètement novatrice. L'idée de base, c'était que la douleur n'est pas une fatalité biologique, mais un réflexe conditionné par des siècles de peur et de récits angoissants. Alors, grâce à l'éducation, à la préparation, à des techniques de respiration, les femmes pouvaient reprendre le contrôle et devenir de véritables actrices de leur accouchement et non plus de simples patientes. Alors, concrètement, où est-ce que tout ça nous mène aujourd'hui? Eh bien, tous ces combats historiques convergent vers une vision moderne de la naissance, l'accouchement souverain. Aujourd'hui, on voit vraiment s'opposer deux philosophies. D'un côté, une approche très médicalisée, où les interventions sont quasi systématiques, et de l'autre, l'accouchement physiologique. Et cet accouchement physiologique, c'est l'héritage direct de tous ces combats. C'est le respect du corps, le respect du processus naturel et de l'autonomie de la personne qui accouche. L'accouchement physiologique, en fait, c'est quoi? C'est tout simplement faire confiance à la nature, faire confiance au corps. C'est de voir la naissance non pas comme une maladie à gérer, mais comme un événement physiologique puissant qu'il faut accompagner. Le soutien médical est là, bien sûr, mais pour assurer la sécurité, pas pour prendre les commandes. Et attention, ce n'est pas juste une belle idée. Ces principes pour lesquels on s'est battu pendant des siècles sont aujourd'hui inscrits noir sur blanc dans des chartes internationales comme celle de la Confédération internationale des sages-femmes. Le droit d'être traité avec dignité, le droit à l'information, le droit de consentir ou de refuser un acte médical, tout ça est enfin reconnu. Pour finir, on va voir comment tout ce parcours historique n'est pas juste une leçon d'histoire, mais un héritage bien vivant qui peut tout changer aujourd'hui. En fait, tout est lié. Le combat d'Olympe de Gouges pour avoir une voix politique, celui de Rosa Parks pour exister dans l'espace public, et celui de Simone Veil pour décider de son corps, tout ça a pavé la voie. Ça a rendu possible l'idée même d'autonomie et de confiance dans l'expérience de la naissance aujourd'hui. Au fond, chaque choix éclairé, chaque naissance vécue en pleine possession de ses moyens s'inscrit dans ce formidable héritage.
la question qu'on peut se poser, c'est celle-ci. Est-ce que comprendre d'où l'on vient, ce n'est pas justement le meilleur moyen de décider en toute souveraineté où l'on veut aller ?